Donc la préparation mentale et les neurosciences. La préparation mentale, on peut dire que c'est l'optimisation de l'état psychologique et psychique d'un athlète pour la réalisation d'une performance qui passe par une préparation correspondant à un ensemble de méthodes visant à optimiser la symbiose esprit-corps-esprit. Donc il y a un petit clin d'œil aussi aux arts martiaux, parce que c'est ce que nous allons chercher à développer lorsque nous apprenons et que nous pratiquons les arts martiaux, l'esprit. Des qualités psychologiques, psychiques et émotionnelles élevées sont donc indispensables pour s'entraîner dur et élever le potentiel initial d'un athlète, ainsi que pour restituer cette évolution le jour de la compétition. La bonne décision avec le bon geste au bon moment. La préparation mentale concerne donc l'analyse des facteurs, des personnes, des éléments et des contextes interagissant sur le projet de l'athlète, son ou ses objectifs dans son domaine sportif. Il s'agit donc d'une préparation très large, sortant même du contexte purement sportif, sachant que ce contexte en dehors du sport a été est pris en compte de plus en plus par les préparateurs mentaux, mais c'est relativement nouveau. Hein. À la base, on préparait le sportif, l'athlète, uniquement dans son cadre sportif. Puis on s'est rendu compte que s'il avait des problèmes à gérer chez lui, bah, ces problèmes pouvaient influencer ses capacités, ses prises de décision, ses réflexes, etc. Donc la préparation mentale désigne tout le travail effectué sur le rapport de l'athlète lui-même dans le cadre de sa préparation à la réalisation d'une performance et de la gestion des résultats obtenus, attendus ou non ces résultats. Il s'agit donc de la préparation proprement dite de l'état psychologique de l'athlète. Pour ces deux formes de travail, j'utilise bien sûr mes compétences de neuropsychopraticien, mon expérience d'athlète et de compétiteur, ainsi qu'un matériel spécifiquement dédié, issu des recherches en neurosciences, qui s'appelle donc la neurostimulation dynamique par le son et la lumière. On va en parler un petit peu après. Sachez que grâce à l'utilisation de cette méthode de neurostimulation, on peut espérer en moyenne une augmentation d'environ 35% des performances d'un athlète. J'ai bien dit 35%. C'est quelque chose de nouveau, c'est peut-être même révolutionnaire quelque part. Et on va essayer maintenant de comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Donc je vous ai fait une petite présentation simplifiée de la neurostimulation dynamique par le son et la lumière. On peut la définir comme ça. La neurostimulation, c'est d'abord un procédé fiable, naturel, parce que ça utilise le son et la lumière, scientifique, non invasif et non intrusif, et c'est issu des recherches neuroscientifiques qui utilisent le langage de notre cerveau, à savoir les ondes basse fréquence. Alors effectivement, notre cerveau produit naturellement des ondes basse fréquence. Il y a 5 plages d'ondes basse fréquence que notre cerveau produit. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les électroencéphalogrammes. On va coller des capteurs sur le crâne. D'ailleurs, moi, ça devrait bien aller parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc, on va coller les capteurs sur le crâne et ce sont les ondes produites par le cerveau qui vont être captées et inscrites sur un gramme, un graphique, pour voir l'état émotionnel d'une personne. C'est donc la preuve que notre cerveau produit de l'électricité et produit des ondes comme une radio. Donc notre cerveau produit ces ondes en fonction de notre état émotionnel à un instant T. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait la possibilité maintenant de coller un électroencéphalogramme sur toutes les têtes qui sont en train de m'écouter, eh bien on pourrait constater que l'ensemble des cerveaux fonctionnerait à environ 30, 40 Hertz. D'accord? C'est la plage d'ondes bêta et super bêta. C'est les ondes que produit notre cerveau lorsqu'il fournit un effort d'analyse, de compréhension, et qu'il fait appel à plusieurs fonctions. Il fait appel donc au langage, à la mémoire, pour comprendre ce que je dis et pour analyser ce que je dis. Et du coup, c'est comme un microprocesseur d'ordinateur. Plus on lui donne une tâche compliquée à effectuer, plus les hertz vont augmenter. Notre cerveau est aussi capable de réceptionner, comme une antenne, ces mêmes ondes basse fréquence. Et il a un réflexe naturel, c'est qu'il se cale dessus. On parle de l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que si j'envoie
des ondes sur une fréquence particulière. On va parler de la fréquence de 7,83 Hz que beaucoup de monde commence à connaître aujourd'hui parce que c'est la fréquence dite de Schumann, c'est la fréquence de notre ionosphère autour de la Terre. C'est cette fréquence et donc c'est cette ionosphère qui permet de garder prisonnier l'oxygène autour de la Terre. Donc si j'envoie un son et une lumière clignotante à une vitesse de 7,83 Hz, mon cerveau, au bout de 15-20 minutes, naturellement, va se caler sur cette fréquence et il va produire le 7,83 Hz. Quand on produit du 7,83 Hz, on est alors dans un état de mode alpha. C'est un état de relaxation simple, mais qui permet au cerveau de se mettre dans un état d'apprentissage plus facilité. On va en reparler un peu plus tard. Nous pouvons donc induire un état émotionnel à un sujet en fonction du ou des buts recherchés en lui envoyant certaines ondes sonores et ou lumineuses. Parce qu'en effet, en sciences physiques, le son et la lumière se mesurent en hertz. Par conséquent, on peut transmettre des informations au cerveau à la fois par les oreilles avec les ondes, basse fréquence, sonores, et à travers les yeux avec les ondes photoniques, avec la lumière. Et le cerveau reçoit donc la même information, on va dire en stéréo pour lui. Voilà. Au bout de 15 à 20 minutes, donc, le cerveau se cale sur ces ondes et par conséquence, il va y avoir des réactions physiologiques naturelles qui se font toutes seules. Il y a aucun besoin d'effort du sujet, hein, il n'y a même pas besoin d'y penser, ça se fait vraiment tout seul. Et on va pouvoir donc mettre le sujet dans ce qu'on appelle un état de conscience modifié et faire produire au cerveau certains neurotransmetteurs et le mettre dans une position où on va faciliter certaines facultés qu'il a naturelles. On va les voir un petit peu après. On peut donc déclencher la production neurochimique de certains neurotransmetteurs. Ensuite, la neurostimulation en tant que telle a deux objectifs principaux. Le premier, c'est l'équilibrage des deux hémisphères. Nous avons un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Ces deux hémisphères ne fonctionnent pas en même temps. On fonctionne à 80% du temps avec son hémisphère gauche et seulement à 20% du temps avec l'hémisphère droit. Alors ça, c'est dans une vue globale. Après, il y a des cas exceptionnels, notamment chez les artistes. Un artiste, naturellement, va utiliser un peu plus son hémisphère droit. Mais on va dire que sur la masse, il y a à peu près 80% des gens qui utilisent, comme je l'ai dit juste avant. Du coup, ça va créer un déséquilibre, hein, c'est mathématique. 80%, 20%, c'est pas équilibré. Et ce qui se passe, c'est que dans l'hémisphère gauche, il y a ce que j'appelle, pour vulgariser les informations, c'est pour que tout le monde puisse comprendre, il y a ce que j'appelle la mémoire émotionnelle et le centre de communication. Hein, il y a l'ouïe, la parole, la lecture. Donc, mon hémisphère gauche, il est pratiquement constamment en train de fonctionner. Parce que même si je ne fais rien, ben, j'entends quand même le bruit de fond du frigo qui est dans la cuisine. Donc, ça sollicite des zones neuronales. Donc, mon cerveau gauche fonctionne, alors que mon droit, il va beaucoup moins fonctionner. Donc, il y a un déséquilibre au niveau des deux hémisphères. Et la neurostimulation, dans un premier temps, va équilibrer les deux hémisphères. La neurostimulation va donner la possibilité au sujet d'avoir les deux hémisphères qui travaillent à équivalence. Ça, ça a pour effet de permettre au sujet de prendre du recul sur tous les événements qui se déroulent autour de lui dans sa vie, d'accord? Et donc, ça va lui permettre de gérer son état émotionnel. Le deuxième, le deuxième objectif de la neurostimulation, c'est la synchronisation des deux hémisphères. Alors, la synchronisation des deux hémisphères, ça veut dire qu'on va donner la possibilité au sujet, donc à l'athlète, d'utiliser ces deux hémisphères en même temps. Et alors là, on arrive à pouvoir exécuter des tâches beaucoup plus complexes, voire même des tâches qu'on pense ne pas pouvoir faire, avec plus de précision, plus de rapidité. Donc pour les sportifs, c'est exactement ce qu'on cherche. D'ailleurs, toutes les techniques qui sont utilisées aujourd'hui en préparation mentale
que ce soit la visualisation, que ce soit la sophronisation, la méditation, eh bien, ça cherche à équilibrer les deux hémisphères et ça cherche à les synchroniser. Le souci, c'est que tout ceci se fait, mais avec la volonté nécessaire du sujet. C'est-à-dire que c'est lui qui dit à son cerveau, fais comme ci, pense comme ça, regarde ceci, regarde cela. Ce qui fait qu'il y a des zones neuronales qui continuent quand même à être activées, alors qu'on cherche à tout calmer. Avec la neurostimulation, on n'a plus ce souci, parce qu'il suffit de chausser un casque audio, une paire de lunettes stroboscopiques, de s'allonger, et les choses se font toutes seules. Le sujet, il a même l'impression qu'il dort. Donc en plus, il prépare son corps à être plus réactif et plus fort ensuite. Donc l'équilibrage et la synchronisation des deux hémisphères, ça permet de réaliser des choses un petit peu particulières, notamment la capacité, par exemple, d'écrire à l'envers. C'est-à-dire que si j'écris à l'envers, vous allez pouvoir le lire parce que c'est en miroir. Donc si j'écris à l'envers, eh bien, on peut voir que je peux former les lettres sans réfléchir. Normalement, je le fais sur un tableau, c'est beaucoup plus parlant, mais je n'en ai pas là. Et donc, on va pouvoir donner à l'athlète la possibilité d'apprendre des nouvelles tâches, des nouveaux gestes, des nouveaux réflexes, beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de précision. Et même lui, ça va lui donner un sentiment de confiance en lui qui va être encore meilleur que ce qu'il pourrait avoir, même s'il est déjà bon. On a toujours cette petite peur de confiance en soi. Même si on est champion du monde, on a la trouille quand même de faire mal, de louper un truc. Donc tout ceci peut être effacé avec la neurostimulation. Ensuite, dans le mécanisme d'apprentissage, il faut comprendre que le cerveau, quand apprend une nouvelle tâche, donc quand on apprend un nouveau geste, une nouvelle technique, il se passe plusieurs choses physiologiquement. D'abord, le cerveau, il ne peut pas créer des zones neuronales tout de suite pour la nouvelle tâche. Il va activer tout le néocortex, l'entièreté du néocortex, et là où il y a de la place, il va activer les neurones. Et ensuite, il va falloir répéter la nouvelle tâche mille et une fois, disent les Japonais, d'accord, pour pouvoir la maîtriser. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il va falloir réactiver les zones neuronales des centaines de fois pour que le cerveau, au bout d'un moment, il dise, bon, là, tu m'embêtes, je vais créer des nouvelles connexions synaptiques entre les neurones, ça va aller plus vite, et à force, il a même la capacité, la possibilité de produire des nouveaux neurones dédiés spécifiquement à la nouvelle tâche qu'on cherche à apprendre. Ça s'appelle la synaptogénèse. La synaptogénèse, c'est les nouvelles connexions synaptiques entre les neurones qui existent déjà. Et la neurogénèse, la production, la fabrication de nouveaux neurones avec pour objectif l'utilisation de ces neurones à la tâche prédéfinie. C'est pour ça que pour apprendre, par exemple, une nouvelle technique de judo, il va falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que le cerveau fasse pousser les connexions synaptiques et pour qu'il en produise même des nouveaux neurones. Avec la neurostimulation, en utilisant certaines ondes basse fréquence, on va, un, déclencher la synaptogénèse, 2, l'accélérer, 3, déclencher la neurogénèse, 4, l'accélérer. C'est-à-dire que là où il faudrait 3, 4, 5 mois à un athlète pour créer un automatisme, parce que l'objectif de l'athlète, c'est de créer un automatisme pour décharger sa charge mentale, justement, ça s'appelle, eh bien, au lieu de mettre plusieurs mois, en quelques semaines, l'athlète va pouvoir être efficace et avoir créé ce qu'on appelle une routine, un automatisme. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de pouvoir transmettre plus de compétences, plus de connaissances à un athlète en moins de temps. Donc ça peut déclencher la neurogénèse, l'acide hypnogénèse et donc faciliter et accélérer la mémorisation et l'automatisation d'une tâche. On peut aussi très rapidement constater une amélioration significative du fonctionnement du cerveau. Le cerveau devient alors plus rapide, plus précis, par exemple en augmentant
le champ de vision de l'athlète, en augmentant sa qualité de perception, d'accord, des objets, des mouvements, et donc une amélioration de l'anticipation. Sachant que pour un sportif, l'anticipation, c'est quasiment, quel que soit le sport pratiqué, à ma connaissance, j'en ai pratiqué pas mal, mais l'anticipation, c'est la base. Vraiment, c'est la base. Donc, c'est très intéressant de pouvoir aider l'athlète à apprendre à anticiper quasiment de façon automatique, sans qu'il ait à fournir d'efforts supplémentaires. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de l'apport de la neurostimulation dans l'activité du préparateur mental. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, qui pourront bien cerner l'avantage de cet outil. La préparation mentale d'un athlète de haut niveau repose sur le développement de compétences psychologiques spécifiques pour optimiser ses performances et sa capacité de résilience. La capacité de résilience, c'est la capacité de notre mental, de nos pensées, donc de notre cerveau, à s'adapter à de nouvelles circonstances. Et dans le sport, en fait, surtout dans les sports de mouvement et dans les sports d'équipe comme le football, on est constamment en train de devoir faire preuve de résilience pour faire la bonne passe au bon joueur, au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Et c'est constamment que le cerveau est en train de calculer tout ça pendant qu'on se déplace, pendant qu'on court, pendant qu'on essaye de se mettre dans un endroit où on peut nous faire la passe, etc., etc. Donc là, la machine, elle tourne aux alentours de 40 à 50 Hertz quand même, hein, dans ces cas-là. Ça speed bien. Voilà. Donc, un petit rappel pour nos amis préparateurs mentaux qui nous écoutent, et puis une information pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a 6 piliers incontournables de la préparation mentale. Le premier, c'est la fixation d'objectifs. La fixation d'un objectif pour un athlète, ça lui permet de structurer son entraînement en distinguant ses ambitions à long terme des actions immédiates. C'est-à-dire, on a tous envie d'être champion du monde. D'accord. Mais après, il faut se poser la question, et comment je peux y arriver? Voire même, dans certains cas, est-ce que je peux y arriver? Parce que c'est pas donné à tout le monde. Dieu nous a pas fait tous égaux face à cela. Il y a des très bons, il y a des bons, il y a des moyens, il y a des moins bons. En général, les moins bons, ils sont moins bons dans une activité sportive, mais ils sont excellents dans d'autres activités. D'accord? Donc, c'est aussi au préparateur mental de détecter si la personne, elle se tromperait éventuellement de sport et l'orienter, lui dire bah, peut-être que tu devrais essayer tel ou tel sport parce que tu as telle et telle compétence. Et dans cette activité, ces compétences elle ne t'aide pas vraiment. Par contre, si tu faisais telle et telle activité, les compétences que tu possèdes, là, t'aideraient à progresser. Hein. L'objectif étant d'aider les gens à s'élever et pas les foudroyer par une parole qui, oui, t'es nul, rentre chez toi, va jouer au domino, etc. Quoique j'aime bien jouer au domino. Mais c'était juste un exemple. Donc, la fixation d'objectifs, c'est le premier pilier. Ensuite, une bonne stratégie de fixation d'objectifs, ça permet de maintenir la motivation de l'athlète, parce que le préparateur mental doit fixer des objectifs atteignables et à un certain rythme, d'accord? Et de mesurer les progrès de l'athlète. C'est important de faire voir à l'athlète, voilà, tu es parti de là, et aujourd'hui tu en es ici. Ce qui fait qu'on va maintenir la motivation et l'envie de progresser. Même si l'athlète passe par des périodes d'échecs. D'ailleurs, nous n'apprenons qu'à travers les échecs. Ça aussi, c'est au préparateur mental de l'enseigner à son athlète. Hein, beaucoup de jeunes sportifs abandonnent rapidement parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils escomptaient. Ben, souvent, ça vient de leur prof. Leur prof doit leur expliquer que si tu veux bien progresser, tu dois d'abord apprendre l'échec. L'humain n'apprend qu'à travers l'échec. D'accord? Si vous ne connaissez pas l'échec, c'est que vous n'avez rien appris, vous saviez déjà le faire. Donc ensuite, le deuxième pilier, c'est la gestion du stress et des émotions. Les sportifs utilisent des techniques de respiration, de relaxation musculaire ou de pleine conscience pour réguler l'anxiété de la performance. L'objectif est de transformer le stress en énergie positive lors des moments critiques. Certains commencent à utiliser les sons binauraux en écoutant des sons dans des casques audio. On voit de plus en plus les athlètes, notamment ceux qui font de l'athlétisme, ils se baladent avec un casque comme ça, puis ils écoutent des sons, de la musique. Donc dedans, il y a des sons binauraux. Les sons binauraux, c'est un dérivé de la neurostimulation. Cependant,
il y a beaucoup de pièges dans lesquels ils tombent parce qu'ils ignorent certains facteurs de loi physique. Et ce sont des pièges que nous dévoilerons avec Monsieur Arabia lors de nos interventions et de nos formations. Ici, j'ai pas le temps de vous les expliquer, mais sachez que, par exemple, si vous utilisez un casque avec une connexion Bluetooth ou Wi-Fi, bah déjà, c'est mort. Voilà, ça va vite. C'est une question de physique, c'est une question d'ondes, basse fréquence et d'ondes très haute fréquence. Et ça s'explique dans la formation que nous allons proposer avec Monsieur Rabia. On voit donc de plus en plus d'athlètes. Ça veut dire qu'il y a quand même une information qui commence à circuler au sein des professionnels du sport. Sachez qu'avec la neurostimulation par le son et la lumière, on obtient des résultats 50 fois supérieurs, minimum. Voilà. Ensuite, ils utilisent des fois l'imagerie mentale, ce qu'on appelle la visualisation. Cette méthode consiste à répéter mentalement un geste technique ou un scénario de course pour renforcer justement ces connexions neuronales et gagner en confiance avant l'action réelle. Parce qu'il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que je vis concrètement ou ce que j'imagine vivre. Si je ferme mes yeux et que je m'imagine en train de faire ma séance de muscu, si je le fais régulièrement, 10-15 minutes par jour, au bout de plusieurs mois, eh bien, j'aurai pris de la masse musculaire parce que mon cerveau va déclencher certains processus alors que je n'aurais pas fait réellement de la musculation. Hein, ça, c'est des études qui ont été effectuées dans des centres neuroscientifiques au Canada et c'est assez impressionnant comme résultat. Hein. Donc c'est pour ça que souvent, dans certaines approches spirituelles, on vous dit maîtrisez vos pensées parce que ce que vous pensez, bah, ça finit par être et par devenir. C'est un peu le même principe. Alors, le problème avec ces techniques de visualisation, de, 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 de mentalisation, de vouloir apprendre la méditation, c'est souvent très long à maîtriser pour l'athlète et peu évident, surtout, à utiliser juste avant un très gros événement. Hein, on va pouvoir l'utiliser quand c'est les sélections pour le championnat régional. Et puis, si on gagne, on va être sélectionné au championnat de France. Et là, ça commence déjà à devenir un peu plus stressant. Et ma méthode que j'utilisais pour mes petites compétitions régionales, bah, peut-être qu'elle sera plus assez évidente parce que moi, je vais vraiment avoir la trouille. Et quand je me retrouve à devoir jouer pour une compétition nationale, j'ai pas l'habitude et le stress, là, il va déborder. D'accord? Donc, c'est assez long à maîtriser et c'est peu évident à utiliser. L'aspect, il faut aussi prendre en compte l'aspect de la vie personnelle de l'athlète. S'il a des problèmes familiaux, s'il a des problèmes financiers, amoureux, bah, tout ça, ça va jouer hein, sur son mental, sur son état psychologique, et du coup, ça va jouer sur ses résultats et sur ses performances. Donc, il faut prendre en compte l'aspect psychologique et psychique de l'athlète. Ensuite, le discours interne, ce qu'on appelle le self-talk, le contrôle du dialogue intérieur. On a tous une petite voix qui nous parle. Quand on n'en a qu'une, on a de la chance. Mais on en a au moins une qui nous parle, oui, c'était pour Mariam, ça. Du dialogue intérieur qui vise à remplacer donc les pensées limitantes, parce que souvent la petite voix intérieure, elle est là pour nous empêcher, pour nous diminuer, pour nous juger, pour nous condamner. Oh, c'est pénible. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des pensées limitantes et limitées. Eh bien, euh, ça va aider à rester concentré sur le processus plutôt que de se juger sévèrement après une erreur. Pourquoi? Parce que la neurostimulation, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça va permettre de gérer l'état émotionnel de notre sportif, de prendre du recul sur les événements qui se déroulent, et donc de faire taire la petite voix qui juge et qui maltraite l'athlète. Voyez-vous? Du coup, il va être beaucoup plus zen, beaucoup plus serein, et il va pouvoir se servir de son stress et le transformer en énergie constructive. Parce que le stress, c'est une énergie. Ok? Il faut juste apprendre à s'en servir. Il y a aussi la concentration et l'attention. Donc le travail sur la focalisation permet d'ignorer les distractions externes, le public, la météo, la musique, etc. Et interne, ces fameux doutes. Hein.
tous les athlètes de haut niveau, et surtout ceux qui sont champions du monde ou champions olympiques, vous diront, peut-être en confidence, mais il y en a qui le disent ouvertement, ils s'en cachent pas, qu'ils ont des doutes. Pourtant, ils s'entraînent comme des malades. Souvent, ils battent les records à l'entraînement. Et le jour J, ils sont là et ils ont la trouille et ils doutent. C'est humain, c'est normal, c'est la peur. Hein. La peur, c'est ce qui définit l'être humain. Si un être humain ne ressent pas la peur, c'est qu'il a au minimum des névroses et peut-être que c'est plus grave que ça. Mais c'est rassurant de savoir qu'un athlète ressent la peur. Ça veut dire que cette énergie de peur, on va pouvoir lui apprendre à la transformer pour l'utiliser comme une énergie moteur. D'accord? Et bien là aussi, la neurostimulation va permettre de faciliter ce passage de l'énergie de la peur qui est une énergie qui bloque à une énergie qui va permettre de booster les compétences et les activités de l'athlète. Des routines de performance sont souvent mises en place pour stabiliser cet état de concentration. Vous voyez souvent des athlètes qui, avant de faire leur compétition, ont comme des petits rituels. Bon, bah, ça bouffe de l'énergie. Parce que pendant qu'il fait son rituel, l'athlète, pour se rassurer, bah, il se prépare pas. Il croit qu'il se prépare parce que ça sera. Mais il se prépare pas. C'est un parasite dans la tête. Grâce à la neurostimulation, même s'il a des rituels, il n'en aura plus besoin, il n'en ressentira plus le besoin, et le temps qu'il passe à faire ses rituels pour se rassurer, il va pouvoir l'utiliser à se préparer à battre son record, à se préparer à être le meilleur. Donc c'est aussi très important pour celles et ceux qui s'occupent d'athlètes pour les aider à s'améliorer. Euh, Ensuite, on va parler donc toujours sur la concentration et l'attention. Euh, c'est la même chose que pour les deux méthodes précédentes. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour aider les athlètes à, à éliminer leurs doutes, à ne pas entendre le public qui les acclame, à faire leur rituel avant le match. Tout ça, ça prend du temps avant de pouvoir les maîtriser et les utiliser à bon escient. On va aussi parler donc du sixième pilier qui est la confiance en soi. Donc la confiance en soi, elle se construit par l'auto-évaluation positive et la reconnaissance de ses réussites passées. Un athlète confiant, il va mieux gérer les imprévus et il va oser prendre des initiatives qui souvent seront décisives. D'accord? Alors, la confiance en soi, pour bien comprendre pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui ont un manque de confiance en eux. Là, je parle plus particulièrement pour la France, parce que ben, je viens de là-bas, mais je pense que c'est un petit peu partout dans le monde aujourd'hui, dans cette méga structure qu'est le monde. C'est que de plus en plus, les enfants sont élevés par des familles monoparentales. Or, chez les mammifères, et nous sommes des mammifères, même si on pense qu'on est évolué, et ça on pourrait en débattre philosophiquement, je crois, mais nous sommes des mammifères, et chez le mammifère, le bébé mammifère il ne prend pas confiance. Un enfant ne peut pas prendre confiance en lui. Il ne peut pas prendre quelque chose qu'il ignore, qu'il ne connaît pas. La confiance, c'est le mâle qui le transmet à l'enfant. C'est le papa qui transmet la confiance à l'enfant. C'est-à-dire que le papa, il va donner sa confiance à l'enfant et c'est l'enfant qui va pouvoir la cultiver, d'accord? Peut-être la trahir des fois, mieux l'utiliser après. Mais c'est toujours le papa qui va transmettre la confiance en soi. Du coup, comme on a de plus en plus de familles monoparentales, il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont pas eu cette éducation biparentale où le papa et la maman peuvent être en même temps interactifs avec l'enfant. Et donc, il y a des petits manques de plus en plus évidents au niveau de la confiance en soi. Du fait, il y a de plus en plus d'athlètes qui ont un manque de confiance en eux. Eh bien, il existe bien sûr des techniques pour apprendre à un athlète à prendre confiance en lui dans le cadre de la pratique de son sport. Mais c'est très difficile. S'il y a des préparateurs mentaux qui nous écoutent là, ils le savent. Faire prendre confiance en soi à un athlète, souvent on rame, hein, c'est pas évident. Et bien là encore, grâce à la neurostimulation, nous allons aussi pouvoir développer
cette confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on va apaiser le mental de l'athlète. Et quand on apaise le mental, quand on arrive à mettre la paix en soi, alors on va pouvoir être objectif envers soi-même, objectif envers les autres, et savoir se situer sans se, sans, sans se surestimer, mais surtout sans se dévaloriser. Et là encore, le rôle d'un préparateur mental, mais surtout le rôle d'un prof de sport, quelle que soit l'activité, c'est de ne jamais mettre son élève en situation d'échec. Même si on apprend par l'échec, mon rôle, c'est de mettre mon élève en situation de réussite. Parce que de toute façon, la situation de réussite, il ne l'aura pas du premier coup. Mais il va sentir que je suis mentalement et avec mon cœur, avec lui, que je suis là pour le porter et l'élever. Et ça va lui transmettre une certaine rassurance. Et à ce moment-là, le travail va pouvoir se faire, commencer à se faire, pour qu'il prenne confiance en lui dans le cadre de l'exercice de sa discipline sportive. Donc là encore, la neurostimulation va nous permettre de gagner des mois et des mois de travail avec notre athlète. Grâce à la neurostimulation, nous allons aussi développer les compétences cognitives. Donc les compétences cognitives sont l'ensemble des capacités mentales permettant à un individu d'acquérir, de traiter, de stocker et d'utiliser des informations pour interagir avec son environnement. Et cela grâce à l'équilibrage des deux hémisphères et surtout à leur synchronisation. À ce jour, seules plusieurs années d'entraînement à la méditation profonde permettent d'arriver à synchroniser ces deux hémisphères, et dans des conditions extrêmement particulières. Il ne doit pas y avoir plus de quelques milliers de personnes sur la planète capables d'y arriver à aujourd'hui. D'accord? Donc grâce à la neurostimulation, la synchronisation des deux hémisphères peut se faire avant chaque compétition, avant chaque match, avant chaque combat, et ça en 45 minutes maximum. Donc je vous laisse imaginer, vous, prof de sport, coach sportif, l'avantage que ça peut donner à des athlètes si en 45 minutes avant le match ou en 45 minutes avant le combat, on fait une séance de neurostimulation, on rééquilibre les deux hémisphères, on synchronise les deux hémisphères. Quand il arrive sur le terrain, quand il arrive sur le ring, quand il arrive sur le tatami, il est déjà, euh, il est déjà en avance de 10 ou 15 minutes sur son ou ses adversaires. Il est déjà dans le combat, il est déjà dans le match. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur YouTube et à taper Neurofoot Academy ou NFA, et vous aurez des matchs commentés par mon oncle Maurice, où on va voir comment se déroule une séance de préparation pour un match de foot, où on voit donc les 10 joueurs allongés, parce qu'avec le matériel que j'ai, je peux préparer jusqu'à 20 personnes en même temps. Donc là, on a fait un test sur une équipe de jeunes footballeurs, hein. Je sais plus, je crois que maintenant on parle en U13, U10. Moi avant c'était poussin, cadet, minime, donc voilà, je suis un vieux. Mais bon, c'était en tout cas des jeunes garçons d'un club de. Alors c'est pas péjoratif, hein, mais pour que vous compreniez bien, c'était un petit club de campagne, comme on dit. Ils n'avaient pas forcément un super niveau pour jouer en national. Et pourtant, en faisant une séance de neurostimulation juste avant le coup de sifflet d'envoi du match, au moment où l'arbitre siffle, les premiers mouvements, dès le départ, on voit que l'équipe dont nous nous occupions est déjà dans le match et ne laisse même pas le temps de réagir à l'équipe d'en face. Et pendant les 10-15 premières minutes, il y a un décalage de jeu qui est énorme. Alors, c'est commenté par mon oncle, parce qu'il fait de l'analyse vidéo, il fait de l'analyse tactique, etc. Donc, c'est beaucoup mieux expliqué que je pourrais le faire moi. C'est vraiment son domaine d'expertise. Et après, si vous trouvez la chaîne YouTube, vous pouvez lui envoyer des mails pour poser des questions, etc. Il se fera un plaisir de vous répondre. C'est un passionné. Voilà. Donc, c'est important de bien comprendre que euh, on va pouvoir mettre l'athlète ou les athlètes dans un état euh, psychologique et émotionnel qui est presque la perfection pour démarrer la compétition, quelle que soit l'activité sportive. On va voir maintenant une approche neurologique de la préparation mentale.
Donc sur le plan neurologique, la préparation mentale vise à recabler synaptogénèse, la connexion entre les synapses, et à optimiser le fonctionnement du cerveau, neurogénèse, pour que la performance devienne un automatisme fluide à travers donc la synaptogénèse et la neurogénèse. Alors qu'il faudra des mois et des mois d'entraînement pour y arriver, parfois même des années, grâce à la neurostimulation, il ne faudra que quelques semaines. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'on va pouvoir mettre en place des programmes de coaching qui vont avoir des résultats qui vont être mesurables et quantifiables assez rapidement. Donc, on va redévelopper l'envie de l'athlète ou des athlètes de continuer à s'entraîner, de s'entraîner plus dur, plus longtemps, de faire plus d'efforts. Et parce qu'à chaque fois, il va pouvoir mesurer et constater par lui-même, et même il va le ressentir souvent, qu'il progresse. C'est vraiment, euh, c'est vraiment l'outil parfait pour les préparateurs, pour un préparateur mental de sportif. Parce que on sait combien c'est difficile d'obtenir des résultats et de les mesurer en fonction de tous les paramètres qu'on a vus précédemment. Hein, s'il a des problèmes chez lui, si ceci, si cela, si sa copine lui a pas dit au revoir à midi, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Boum, bah, le gamin, il n'arrive plus à s'entraîner, c'est fini. Donc voilà, tout ça, on va pouvoir gommer pour donner la pleine capacité aux jeunes sportifs de pouvoir apprendre, se développer, s'améliorer et pourquoi pas en faire un sport professionnel, hein, parce que quand on est enfant, on rêve tous de devenir champion de quelque chose. Donc là, on va pouvoir donner aux enfants la possibilité de réaliser pas mal de rêves. Voici donc les quatre principaux objectifs neurologiques d'une préparation mentale. Précédemment, on a vu les principes et les objectifs psychologiques, hein, et là, on va voir les objectifs neurologiques. Premièrement, c'est exploiter la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité que possède notre cerveau à s'adapter dans notre boîte crânienne. C'est-à-dire que si on fait une photo aujourd'hui de mon cerveau et que pendant 2, 3 mois, j'apprends à tricoter, que je ne sais pas faire, dans 3 mois, on refait la même photo au même endroit, le même jour, enfin le lundi ou mardi, à la même heure, dans les mêmes conditions, et mon cerveau, il aura déjà pas la même tête. Il y aura des choses qui auront changé dedans. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, parce qu'il va s'adapter, d'accord, pour pouvoir être de plus en plus efficient, efficace. Donc le but, c'est de créer et de renforcer de nouvelles connexions neuronales, ce qu'on appelle la synaptogénèse, par la répétition. Donc pour l'instant, ce qu'on utilise, c'est la répétition mentale, l'imagerie. J'imagine mon coup de pied. Hein, par exemple, quand on apprend à tirer un coup de pied arrêté au football, l'importance du pied d'appui. En fonction de mon pied d'appui, c'est mon pied d'appui qui va orienter ma frappe. Si mon pied d'appui il va là-bas, automatiquement le ballon ira par là-bas. Si mon pied d'appui est ici, le ballon va aller ici. Donc, je vais imaginer dans mon cerveau la position parfaite de mon pied d'appui, la position parfaite de ma jambe arrière, le geste parfait avec la puissance parfaite. Et à force de le répéter mentalement, eh ben, je vais l'apprendre. Mais ça prend des semaines, voire même des mois quand j'ai jamais joué au foot. Ok? Eh bien là, avec la neurostimulation, ça prendra beaucoup moins de temps. On apprend aussi à exécuter des mouvements plus efficacement, sans fatigue physique du coup. Et ça rend le geste technique plus précis et plus rapide. La neurostimulation peut activer la synaptogénèse, comme je vous l'ai expliqué avant, la faciliter et même l'entretenir, cette synaptogénèse. Elle permet donc d'apprendre et de retenir l'apprentissage mieux et plus vite. Elle va même pouvoir aider le cerveau à créer de nouveaux neurones spécifiquement créés et dédiés à l'exécution de ce nouveau geste technique, de cette nouvelle tâche, en accélérant donc l'automatisation. Et ça, pareil, c'est un gain de temps qui est phénoménal quand on fait de la préparation mentale. L'objectif numéro 2, l'objectif neurologique, c'est de réduire ce qu'on appelle la charge cognitive. L'entraînement mental aide à faire passer le contrôle d'un mouvement du cortex préfrontal, réflexion consciente, vers les ganglions de la base, le cervelet, le cerveau reptilien. D'accord? Donc,
À force de faire des répétitions, à force de faire de la méditation, à force de faire de la visualisation, à force de faire tout ça, on arrive quand même à avoir un résultat. Donc cela permet à l'athlète de libérer son attention pendant qu'il est en train d'exécuter son sport, d'accord? Pour pouvoir porter cette attention sur la stratégie de jeu plutôt que l'exécution technique. Ok? Une fois que je sais faire ma technique, une fois que je sais rentrer Ippon Sanage, eh ben en compète, il suffit que mon adversaire pose ses pieds d'une certaine manière, et là, je sais que je peux rentrer Ippon Sanage. Je ne vais pas réfléchir à comment je rentre Ippon Sanage. Je l'ai fait des milliers de fois. Ça sera donc un réflexe. Mais pour pouvoir le faire comme ça, il m'aura fallu m'entraîner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Avec la neurostimulation, on va réduire le temps au moins par 3, sans exagérer. D'accord? Donc, libérer la charge cognitive, cela permet à l'athlète de libérer son attention pour la stratégie du jeu plutôt que pour l'exécution technique du geste, et évitant ainsi ce que l'on appelle le shocking, le blocage sous pression. Parce qu'à force de vouloir tout maîtriser, si ça ne devient pas un automatisme, à force de vouloir tout maîtriser, c'est le cerveau reptilien, d'accord, notre cerveau le plus basique, qui va se mettre sous pression, et lui, il fonctionne on-off, c'est-à-dire fuite ou immobilisation. Du coup, ça bloque. Et là, c'est souvent là où c'est l'avant-centre qui arrive devant le gardien. Il sait que s'il met le but, il a gagné la Coupe du Monde, mais il n'est pas préparé à gérer cette pression. Et ben, il va même pas tirer, quoi. Il va être bloqué pendant une fraction de seconde, et c'est pendant cette fraction de seconde que le gardien, il va plonger et il va choper le ballon. Et on va dire, oh là là, il aurait pu gagner, etc. Bah oui, mais la pression était tellement importante que son cerveau, il a bloqué. Et il y est pour rien. C'est pas parce qu'il est pas bon, c'est juste parce qu'il n'a pas été préparé à gérer ce genre de situation à ce niveau de stress. Puis plus il y a de connexions synaptiques entre ces zones dédiées, d'accord? Donc entre les zones du cortex préfrontal, qui est la réflexion et l'analyse, et les ganglions de la base, plus il y a de connexions synaptiques entre ces zones, et plus le mouvement sera rapide, précis et fluide. Là encore, la neurostimulation, pardon, va favoriser et accélérer ces capacités. Parce qu'on va favoriser et accélérer la synaptogénèse et la neurogénèse. Donc, ça va se faire beaucoup plus vite. Enfin, le troisième objectif neurologique de la préparation mentale, c'est de réguler le système nerveux autonome. Donc, la préparation mentale apprend à l'athlète à basculer volontairement du système sympathique, qui est l'alerte, le stress, et donc c'est dans ces moments-là où on fait le choix inadapté, le mauvais choix, et de passer au système parasympathique, qui nous permet d'entrer dans la calme, dans la récupération, et donc dans la maîtrise. Cela permet donc de contrôler la variabilité de la fréquence cardiaque et de maintenir un état de lucidité malgré une très grosse poussée d'adrénaline. Et que fait la neurostimulation? Elle régule la production neurochimique du cerveau. Le quatrième objectif, c'est optimiser la production neurochimique cérébrale. Ah bah tiens, comme par hasard. Donc le préparateur mental utilise déjà des techniques comme la méditation ou la visualisation qui influencent la sécrétion de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, d'accord, pour renforcer le circuit de la récompense et de la motivation. L'acétylcholine, c'est ce qui améliore la concentration et la mémoire motrice, donc l'apprentissage et la répétition et l'application de gestes. Et les endorphines, pour augmenter le seuil de tolérance et d'endurance pendant l'effort. Cependant, apprendre à méditer ou à visualiser pour atteindre un tel niveau d'influence sur la production neurochimique du cerveau, ça demande beaucoup de temps. Et en fonction de l'âge du sportif, personnellement et avec mon oncle, on s'est focalisé sur des adolescents, d'accord? Parce que on veut donner la chance au plus grand nombre d'enfants de pouvoir être détectés par des clubs professionnels. On va donc les entraîner très tôt comme des professionnels. Eh bien, en fonction de l'âge, ça peut prendre des années à faire ça. Alors que là, un enfant de 12 ans, on va pas lui expliquer qu'il faut qu'il imagine et pense à rien pendant des mois. Non, on va lui dire, vas-y, allonge-toi, mets les lunettes, mets le casque, il y a une petite musique de relaxation dedans, et par-dessus, très faiblement, il y aura les sons basse fréquence et la lumière qui clignote. Du coup,
on va mettre son cerveau dans un état de conscience modifié et on va déclencher la production de ces neurotransmetteurs. Du coup, il n'a pas besoin d'attendre pendant des années pour apprendre à se concentrer, à méditer, etc. Ça va se faire tout seul. Par contre, le cerveau, il réagit comme un muscle. C'est-à-dire qu'à force de le mettre en situation de production de ces neurotransmetteurs, au bout d'un moment, c'est juste l'environnement dans lequel l'enfant va arriver, dans les vestiaires par exemple. On a tous des souvenirs, surtout olfactifs, hein. L'odeur qui pue dans les vestiaires en début d'année, c'est une odeur qui nous fait triper quand on a fait 3, 4, 5 ans de football. On aime cette odeur parce que ça déclenche chez nous la production de certains neurotransmetteurs. Voilà. Donc, avec les jeunes enfants, on va leur éviter de perdre du temps et on va tout de suite former leur cerveau à fonctionner comme des cerveaux de professionnels. Cependant, donc, ça peut prendre beaucoup de temps à apprendre, à méditer, tout ça. Et surtout aussi, il faut prendre en considération l'environnement familial, socio-culturel de l'enfant ou du jeune sportif. Cela ne porte pas ses fruits assez rapidement en cas de problème dans sa vie personnelle, par exemple. L'efficacité est presque nulle. Je parle donc de la méditation et de la visualisation. Grâce à la neurostimulation, nous n'allons demander aucun effort à l'athlète, donc aucun effort à son système nerveux. Son système nerveux va naturellement et automatiquement être mis en état de production de ces neurotransmetteurs par ce que l'on appelle l'effet d'entraînement, en fonction des sons et lumières émises, en fonction des choix des fréquences utilisées, en fonction des objectifs et de l'état émotionnel réel de l'athlète à un instant précis, eh bien, on va faire le choix de certaines fréquences pour amener l'enfant à être dans un état psychologique et mental particulier. Une fois que l'on a assimilé toutes ces informations, on peut mieux comprendre pourquoi et comment la préparation mentale du XXIe siècle passera obligatoirement par les ondes basse fréquence. Son efficacité, grâce à la neurostimulation dynamique, elle est déjà possible, elle est déjà transmettable, et bah, il ne reste qu'à le faire connaître, et les gens pourront découvrir ce que c'est, tester, expérimenter, et pourquoi pas se former pour ensuite transmettre à leur tour ces informations. Donc, les principales attitudes mentales qui peuvent être améliorées avec la neuropréparation, c'est la confiance en soi, d'accord? Se sentir capable de déplacer une montagne, être super lucide, avoir une conscience de sa propre valeur, une bonne estime de soi. La prise de risque calculée et non kamikaze, d'accord? L'imagination et la créativité, pardon, spontanée. Ça, c'est l'hémisphère droit, justement. Donc, on va aider l'enfant à lui apprendre à utiliser son hémisphère droit dans l'activité sportive. La capacité à débloquer des situations difficiles, oser tenter des choses. Hein, tous les meilleurs joueurs de football, ils ont tous osé tenter un tir à un moment donné et ça les a fait rentrer dans l'histoire. D'accord? Hein, on parle de Maradona, on parle de Zizou, bon, tous ces joueurs. Il y a toujours eu un moment où, dans leur carrière, ils ont fait ce que personne n'aurait osé faire et en plus, ils réussissent. Bon, bah ça se travaille, ça peut se développer grâce à la neurostimulation. Ensuite, l'idée, l'esprit de jouer pour l'équipe. Le je n'existe pas. Ou du moins, je existe que grâce au groupe. S'il n'y a pas le groupe, je n'existe pas. Ça, c'est à transmettre parce que c'est quelque chose de presque philosophique. Et aujourd'hui, les enfants n'ont pas conscience de ça. Même certains sportifs adultes n'ont pas conscience de ça. Si on arrive à transmettre ça, c'est génial. Et pour pouvoir le transmettre, eh bien, il y a la neurostimulation qui va pouvoir aider à la compréhension de cette notion. Donc ça va engendrer le refus des attitudes individualistes, le sens de l'abnégation. C'est pas parce que je suis devant la cage avec le gardien en face de moi que je vais pas faire la passe à mon ailier, parce que lui, si je lui fais la passe, comme le gardien il est en face de moi, je suis sûr qu'il va mettre le but. Et combien de joueurs font pas la passe parce qu'ils ont trop envie de faire ouais et de glisser sur l'herbe. Donc, en clair, tout ce qu'on cherche à développer chez un sportif à travers les techniques actuelles de préparation mentale, ça va pouvoir être un, raccourci dans le temps, deux, amélioré en qualité,
3, pouvoir développer des compétences qu'on ne pense pas pouvoir développer aujourd'hui dans un cerveau humain. Voilà. Donc, la neurostimulation va permettre au corps de l'athlète de récupérer 5 à 10 fois plus vite grâce à l'utilisation de certaines ondes basse fréquence dans la plage des ondes alpha, des ondes delta, pardon. Car lorsque le cerveau passe en mode delta, il envoie un ordre à nos glandes surrénales qui se mettent alors à produire des hormones de régénération cellulaire. Le corps de l'athlète récupère mieux, plus vite, et il y a beaucoup d'autres avantages pour tout l'organisme, comme par exemple l'amélioration du système immunitaire, une qualité de sommeil nettement supérieure, une résistance à la douleur musculaire dans l'effort qui est accrue, etc., etc.